Pendant 3 jours, les musulmans vont célébrer la plus importante fête en islam, l'Aïd el-Kébir. Face à une forte demande, les sacrifices de moutons font souvent des entorses à la loi française. Chaque année, l'État ferme les yeux. Tension avec la Turquie, conflit commercial avec la Chine et sanctions vis-à-vis de la Russie, Donald Trump est revenu sur ses choix diplomatiques. Face aux nombreux sujets de conflit, le président des États-Unis a maintenu ses positions avec un but en tête, les élections de mi-mandat. Madame, monsieur, bonsoir. Les moutons ne sont pas à la noce. Comme chaque année, les musulmans fêtent l'Aïd el-Kébir durant 3 jours depuis ce mardi matin. Cette grande fête, principalement célébrée au Maghreb, implique le sacrifice d'un mouton selon le rite halal. Une forte demande qui s'accompagne souvent à des manquements aux lois avec la bienveillance de l'État. Élise Blaise. C'est la fête du mouton. Pour l'Aïd el-Kébir, pas moins de 100 000 animaux devraient être sacrifiés selon le rite halal. Alors que l'égorgement en pleine conscience des animaux constitue déjà une dérogation aux pratiques classiques d'abattage, la fête de l'Aïd donne lieu à d'autres entorses. En théorie, la loi française implique que les souffrances animales soient évitées au maximum, une règle que les abattoirs traditionnels n'appliquent pas toujours non plus. Et face à la très forte demande des musulmans, les abattoirs classiques ne peuvent pas abattre suffisamment de moutons. Depuis plusieurs années, on observe ainsi la mise en place d'abattoirs mobiles. Sous cette tente, 900 moutons attendent d'être sacrifiés. Nous sommes dans un abattoir temporaire en Seine-Saint-Denis qui ouvre ses portes seulement pour la fête de l'Aïd el-Kébir. L'idée, pallier le manque de structures traditionnelles dans la région et éviter les abattoirs clandestins et les cas de sacrifice à la maison. En effet, certains musulmans n'hésitent pas à sacrifier l'animal dans leur appartement au mépris de toutes les lois françaises. Et si les autorités estiment que la pratique est en baisse, beaucoup continuent de faire ce choix. Un choix qui pose d'importants problèmes sanitaires. En effet, l'égorgement large pratiqué lors des abattages rituels peut engendrer une contamination des chairs. Les contrôles vétérinaires étant absents, les intoxications alimentaires, voire plus graves avec la bactérie E. coli, peuvent faire des ravages. De même, les déchets organiques des moutons, tels que les viscères et la peau, sont parfois négligemment jetés dans les poubelles domestiques, qui sont loin d'être prévues à cet effet. Les abattoirs mobiles, de leur côté, offrent des installations d'une qualité aléatoire. Les risques de développement de maladies sont parfois importants, des complications que l'État ne peut ignorer, mais pour la paix sociale, les autorités préfèrent laisser les abus perdurer. Le nombre de fumeurs en net recul pour l'exercice 2017 et le prix du tabac encore en hausse. Et pour cause, en tapant au portefeuille, la consommation baisse et les recettes se maintiennent. Olivier Frère-Jacques. Lundi 20 août, le prix du tabac augmente à nouveau. Véritable machine à cash pour les gouvernements successifs depuis plusieurs décennies. Les dernières augmentations ont fait mal au portefeuille des fumeurs et nombreux sont ceux qui arrêtent ou sont tentés d'arrêter. Aujourd'hui, le prix d'un paquet standard de 20 cigarettes dépasse les 8 €, une somme colossale pour un petit bout de feuille entourant du tabac. Et pour cause, les taxes étatiques représentent 80% du prix. L'objectif des pouvoirs publics est clair, passer à 10 € le paquet en 2020, un seuil symbolique fortement dissuasif. Pour l'exercice 2017, le ministère de la Santé annonçait une baisse du nombre de fumeurs concernant 1 million d'individus. Des chiffres comme toujours contestables et qui font le jeu de l'exécutif, mais des chiffres qui indiquent tout de même une tendance lourde, le recul de la cigarette en France. La méthode a changé au fil des ans. Si les gouvernements ont souvent préconisé une augmentation petit à petit du prix, des augmentations favorisant plus de rentrées d'argent pour l'État, les dernières augmentations sont de l'ordre de 50 centimes à 1 €, une manière de dissuader tout bonnement les jeunes de se mettre à fumer et à faire réfléchir leurs aînés quant à leur niveau de consommation. Une méthode qui semble porter ses fruits. Ainsi, en 2016, la France comptait 13,2 millions de fumeurs contre 12,2 en 2017. C'est d'ailleurs la première fois en 18 ans qu'un tel décrochage est enregistré. Et 2018 semble confirmer la tendance, puisqu'après une légère hausse de la consommation en mars, les ventes ont finalement reculé de 20%. Prochaine augmentation en avril 2019 avec 50 centimes d'euros. L'objectif affiché par les pouvoirs publics, 5 millions de fumeurs en moins d'ici 2027. Au rythme actuel, cela ne semble pas impossible.
Donald Trump plus ferme que jamais dans une longue interview donnée à l'agence de presse Reuters. Le président des États-Unis a balayé tous les thèmes liés aux questions internationales et les conflits sont nombreux. Chine, Turquie, Iran et Russie, Donald Trump n'a pas de quoi s'ennuyer. Le bâton avant la carotte, voilà comment résumer la réelle politique de Donald Trump. Alors que les défis du contexte international sont pléthores, le président américain a donné une interview fleuve à l'agence de presse Reuters pour revenir sur ses différentes prises de position. L'occasion d'avoir une grille de lecture de ses derniers coups d'éclat. En effet, le locataire de la Maison-Blanche est encore parvenu à allonger sa liste d'ennemis. En cause, la décision de taxer les importations d'acier et d'aluminium. Une idée loin de faire l'unanimité sur la scène internationale. En effet, si les querelles commerciales entre la Chine et les États-Unis sont connues depuis des décennies, la mise sous pression de la Turquie vient bousculer la donne internationale. Ainsi, lors d'une interview accordée à l'agence de presse Reuters, Donald Trump a souhaité éclaircir sa vision diplomatique et comme d'habitude, le locataire de la Maison-Blanche n'a pas fait dans la demi-mesure. Si le président américain s'est voulu rassurant quant à ses relations avec la Russie de Vladimir Poutine et optimiste par rapport à sa prochaine rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, d'autres dossiers annoncent davantage de conflits. Alors que des discussions commerciales avec Pékin sont prévues mercredi et jeudi à Washington, Donald Trump n'a pas caché sa rancœur à l'égard de la Chine. Il a d'ailleurs déclaré qu'il n'attendait pas grand-chose de cet échange. Le président des États-Unis ne semble pas prêt à enterrer la hache de guerre avec son meilleur ennemi qui l'accuse de manipuler sa devise. Même son de cloche vis-à-vis de la Turquie. En plein bras de fer avec Recep Tayyip Erdogan, le locataire de la Maison-Blanche a exclu toute possibilité de concession. Il faut dire que Donald Trump est en position de force. En effet, l'économie turque est à la dérive depuis le début du mois d'août avec une monnaie qui a perdu 40% de sa valeur depuis le début de l'année. Et si Recep Tayyip Erdogan a voulu répondre au président américain par une vague de sanctions douanières, l'économie turque aura du mal à tenir tête à l'oncle Sam sur le terrain économique. Sur le plan des alliances, Erdogan a également été obligé de modifier ses ambitions. Son rapprochement avec l'Union européenne faisant désormais partie du passé, le président turc est parvenu à instaurer des relations constructives avec Moscou, notamment depuis l'aide russe lors du coup d'État avorté de Fethullah Gülen en 2016. Vladimir Poutine a à cœur de conserver cette entente dans la mesure où Ankara peut constituer un bon partenaire pour gérer les pays frontaliers de la Russie. D'autre part, Erdogan entretient des relations apaisées avec l'Iran d'Hassan Rouhani, ennemi des États-Unis et de son allié israélien, et tout porte à croire que le président turc a tout à gagner à poursuivre l'entente avec ses actuels soutiens. Du côté du président américain, l'apparente agressivité pour les questions internationales permet avant tout de contenter l'aile la plus conservatrice des républicains, car avant de faire plier la Turquie et la Chine, Trump doit surtout réussir les élections de mi-mandat du mois de novembre prochain. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Se dirige-t-on vers un nouvel épisode de ZAD, zone à défendre en Bretagne? L'installation d'un hôtel 5 étoiles à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine est contestée par des organisations d'extrême gauche dites indépendantistes bretonnes. Alors que le projet immobilier doit être autorisé avant la fin de l'année, le collectif Dispatch, autoproclamé indépendantiste, anticapitaliste, féministe et internationaliste, bloquera la construction. Une manière de sensibiliser contre la spéculation immobilière sur leur territoire, mais surtout de faire un peu d'agitation. De son côté, le maire d'hiver droite de Saint-Malo ne semble pas trop inquiété par le groupuscule d'extrême gauche aux revendications abstraites. Et pour cause, les zadistes potentiels n'habitent tout bonnement pas dans la municipalité. Bientôt la rentrée scolaire 2018, une rentrée qui s'inscrit sous le signe du changement. Cette année, 3700 classes de CP devraient être dédoublées, portant ainsi les effectifs à seulement 12 élèves dans des quartiers dits défavorisés. Les programmes du cours préparatoire en mathématiques et en français seront également changés pour revenir aux fondamentaux et tenter de juguler l'hémorragie du niveau des élèves arrivant au collège. Certaines communes inaugureront également les plans mercredi, à savoir un dispositif d'appui aux familles pour les activités extrascolaires des enfants le mercredi. Au rayon gadgets et idéologie, les élèves de CE2 apprendront par cœur le premier couplet de la Marseillaise. Quant aux collégiens, ils connaîtront une rentrée sans portable, en tout cas en principe. Un chat orphelin superstar, le très enrobé Bruno, 7 ans, 12 kilos, cherche une famille d'adoption. Devenu un animal célèbre sur les réseaux sociaux, ce félin américain résidant dans l'Illinois s'est fait une réputation grâce à ses étranges habitudes.
se tenir sur ses pattes arrière lorsqu'il a faim, demander des caresses lorsqu'il mange ou encore refuser de voir un bol d'eau à côté de sa nourriture. Bruno, en plus d'être un gros paresseux, est un chat polydactyle, c'est-à-dire qu'il a plus de doigts que ses congénères normaux. Avec un tel dispositif, les demandes d'adoption affluent, des demandes multiples qui ont poussé le refuge où séjourne Bruno à organiser des portes ouvertes pour découvrir le phénomène ce mardi. Les amateurs de James Bond pourront bientôt rouler dans ces mythiques Aston Martin, la DB5 de 1964 du film Goldfinger qui est apparu également dans Opération Tonnerre en 65, GoldenEye en 95 et Skyfall en 2012 et enfin Spectre en 2015, va être produite en 25 exemplaires avec certains des accessoires de l'auto du célèbre agent 00. Pour rouler au volant de la mythique auto, il faudra tout de même s'acquitter de pas moins de 3 millions d'euros. C'est bientôt la fin de cette édition. Dans un instant, retrouvez le best-of de l'émission Passé-Présent animé par Philippe Conrad. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. La fameuse canicule est quand même l'occasion idéale pour s'élever contre l'infantilisation de notre peuple, puisque la ministre de la Santé, vous savez, cette femme en tout point remarquable, absolument étrangère à tous les intérêts pharmaceutiques, a cru bon de nous dire par voie de presse, avec reprise en boucle de ses propos dans le bandeau défilant du bas de l'écran, vous savez, qu'il convenait d'éviter de sortir aux heures chaudes, qu'il fallait veiller à boire et à fréquenter les endroits frais. Cette femme, décidément très avisée et très courageuse, a cru bon d'ajouter qu'à peine 8% des urgences concernaient la canicule dans les hôpitaux, une précision par laquelle elle montrait qu'elle ne méritait, en tant que ministre, aucune des critiques qui ont accablé ses prédécesseurs. Mais madame, ne vous inquiétez pas, puisque c'est apparemment la seule chose qui vous importe, on ne songerait pas à vous imputer le nombre de décès par déshydratation. Non, en revanche, pour le reste, on vous reproche expressément de nous prendre pour des cons, parce que dire aux gens que quand il fait chaud, il faut aller dans les endroits frais, c'est quand même se moquer d'eux. C'est d'ailleurs un exercice auquel la puissance publique nous a habitués au fil des années. Je connais même un père de famille qui, pour divertir ses enfants dans la voiture, leur demandait de relever dans un cahier les préceptes de l'administration qui témoignaient qu'on prenait les Français pour des débiles. Eh bien, j'ai vu ce cahier, il était très amusant. Ça allait des panneaux lumineux sur les ponts d'autoroute qui disaient toutes les 2 heures « la pause s'impose » à des préceptes plus grotesques comme « je ralentis avant le péage ». Ce dernier précepte me permet de souligner que l'un des vecteurs les plus puissants de l'infantilisation des masses en ce moment, c'est l'emploi du jeu didactique, comme si nous y étions tous en cours élémentaire. Je me lave les dents, je plie ma serviette. C'est un ton qui désormais s'étend à toutes les activités. Bientôt à Roissy, on verra fleurir des panneaux disant « je me dirige vers la porte 103B et je présente ma carte d'embarquement ». En tout cas, dans le cahier des enfants, je me souviens d'avoir lu « La ceinture devant derrière, j'adhère » ou « Papa, maman, ralentissez, on vous aime » ou bien « Un chantier, virgule, je lève le pied ». Mais le pire, comme le soulignait d'ailleurs l'un des petits garçons à qui j'en ai parlé, c'est que tout peu à peu se réduit à oui et à non. Un jour de canicule, vous allez mettre 2 icônes illustrant le oui et le non, une dame sous un parasol avec un verre qui s'hydrate, donc c'est oui, et un monsieur qui fait son jogging en plein cagnard, c'est non. Quand on ne peut pas faire de dessin, quand il s'agit d'un slogan sur autoroute, comme la place est limitée, on a recours au signe égal, comme s'il y avait une automaticité dans le genre ceinture attachée égale vie préservée, ou alors vitesse égale danger, ce qui simplifie la réalité à un degré qui tient de l'abrutissement. D'ailleurs, vous êtes devenu tellement incapable aux yeux de la puissance publique, avec votre prétendu libre arbitre, votre prétendu jugement, votre prétendue liberté, que peu à peu on vous impose la voiture qui vous refuse les clés, celle qui sait ce qu'il faut faire à votre place, celle qui obéit à la loi dans votre dos, celle qui multiplie les assistances au parking, au freinage, à la conduite. On va me dire, on peut refuser. Oui, enfin, sauf si l'assureur décide que votre prime sera diminuée de moitié quand c'est la voiture qui décide. Et là, voilà pourquoi nous sommes assez mal partis, à moins de consentir à un raidissement spectaculaire.
En attendant, je clique, je m'abonne à Campagnol TVL et je fais passer à mes amis. Merci.